entre la façon dont les scientifiques travaillent et la manière dont, dans l'opinion, on perçoit le travail scientifique, il y a des différences assez subtiles, mais qui font qu'il y a une espèce de dialogue de sourds qui est entretenu depuis des décennies sur ce genre d'objet, qui pour beaucoup de scientifiques est totalement sans intérêt, alors que dans l'opinion, l'image qu'on a souvent de la science, c'est que le scientifique est curieux de nature, et dès qu'il y a quelque chose d'un peu énigmatique qui se présente, il doit s'y intéresser. Le problème, c'est qu'est-ce qui intéresse les scientifiques? Chaque fois que quelque chose se présente, les scientifiques ne vont pas se précipiter sur l'objet. Il faut aussi arriver à construire une communauté d'intérêt autour d'un sujet. Et le problème d'un sujet comme les ovnis, c'est que si des amateurs, si la presse, si tout un tas d'acteurs ont réussi à s'intéresser à ce sujet à cause justement de son statut un peu mystérieux, pour les scientifiques, pour Condon et d'autres, il y avait une énigme, mais il était impossible d'aller au-delà et de construire quelque chose qui puisse ressembler à un programme de recherche. Et ça a été l'objet non seulement d'une discussion entre chercheurs pendant longtemps, mais d'une espèce de débat un peu difficile à saisir entre l'opinion publique, qui se fait une certaine image de la science, et les scientifiques au travail, qui eux ont une image beaucoup plus concrète de ce qu'est le travail scientifique, qui la plupart d'entre eux se disent non, il n'y a pas de raison de s'y intéresser. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des collègues, d'animer des séminaires dans le cadre universitaire ou à l'Institut astrophysique à Paris ou ailleurs, et ce qui ressort de l'attitude des scientifiques, c'est pas comme on le décrit souvent, une hostilité farouche aux soucoupes volantes, c'est que la plupart des scientifiques ont un programme de recherche, ils peuvent être biologistes, astronomes ou physiciens ou autres, ils ont leur programme de travail qui est prometteur, ils disent là je fais de la science, et étudier les soucoupes volantes c'est un peu hasardeux, et je suis pas sûr d'en retirer un bénéfice sur le plan scientifique. Donc la plupart des scientifiques sont tout simplement pragmatiques, et ils ne sont pas a priori opposés ou anti-ovni, c'est juste qu'ils se disent c'est un peu hasardeux d'étudier un truc pareil, donc je reste sur mon programme de recherche, là au moins je sais ce que je fais, et je ne vais pas me perdre dans un sujet qui est pas très prometteur sur le plan... On n'est pas sûr d'attraper le prix Nobel en gros en étudiant les ovnis. Et ça c'est un argument auquel on n'est pas forcément habitué. Le truc c'est de dire, je ne vois pas quel programme de recherche scientifique on pourrait bâtir sur un truc pareil. C'est-à-dire que oui, des gens voient des choses, et Einstein, au milieu des années 50, avait fait la même réponse à un Américain qui lui avait écrit en lui demandant sur les soucoupes volantes. Einstein avait répondu en 2 phrases, « Les gens voient quelque chose, c'est bien, je ne sais pas ce que c'est, et ça ne m'intéresse pas. » Point à la ligne. Condon va élaborer sur le même argument, en disant, en gros, quand on demande aux scientifiques de tout expliquer, on fait une erreur. Les scientifiques ne sont pas là pour expliquer tout. Il est aussi également évident que si on s'empoigne sur la question des ovnis depuis 60 ans, en faisant des débats télévisés parfois extrêmement animés, c'est pas juste pour savoir s'il y a quelques phénomènes naturels inconnus de ce type foudre en boule ou autre. C'est également parce que depuis 60 ans, on discute plus ou moins régulièrement de l'idée que derrière les ovnis, il y aurait peut-être des visites d'extraterrestres. Alors, souvent, la réaction, c'est de dire, bon là, le sujet dérape, on n'est plus dans la science, on est dans l'irrationnel, et qu'il y ait des extraterrestres sur des planètes lointaines passe encore, mais qu'on soit visité par des extraterrestres, là, c'est plus sérieux, on est dans le mythe et pas dans la science. En gros, l'argument, c'est de dire, oui, il y a sans doute de la vie ailleurs, oui, il y a sans doute des civilisations ailleurs, mais les distances sont tellement grandes qu'il y a peu de chances que ces extraterrestres, s'ils existent ailleurs, soient capables de traverser l'univers et de venir nous voir. Nous-mêmes, on est à peine capables d'aller sur la Lune, sur Mars, et encore sur Mars, on rate la plupart de nos voyages, et dans le système solaire, on sort à peine du système solaire avec Voyager, Pioneer, qui sont des bouteilles lancées dans le vide spatial. Donc, on se dit qu'il y a loin entre aller sur la Lune et débarquer sur une planète autour d'une autre étoile dans la galaxie, et a fortiori dans les autres galaxies. Donc, la vie ailleurs, oui, des civilisations ailleurs, sans doute, mais les soucoupes volantes, non. C'est sans doute autre chose, ça n'a rien à voir avec des visites d'extraterrestres. Et le débat va vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui se passe chez une partie des Américains pour qu'ils croient voir des trucs imaginaires dans le ciel.
Et là, on va spéculer, les scientifiques vont intervenir, et la plupart du temps, pour proposer des explications à base de psychologie, d'hallucination et de lecture de science-fiction, ou justement d'influence du climat de guerre froide. Et le parcours de Hynek est intéressant parce qu'en 1948, quand il accepte d'être le consultant de l'Air Force, c'est un peu avec la même idée que Menzel, c'est-à-dire je vais contribuer à l'éducation scientifique du public en leur montrant que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils croient, mais qu'il y a des explications. Et alors ce qui va se passer de très intéressant avec Hynek, c'est qu'au fil du temps, il reçoit donc les rapports de l'armée, il en explique une bonne partie, mais il y en a également un certain nombre qu'il n'arrive pas à expliquer. Il se heurte à ce que les gens ont vu et il ne voit pas du tout d'explication. Alors évidemment, le fait d'avoir une catégorie de phénomènes non identifiés, on n'est pas très avancé, c'est en gros une catégorie négative. On sait qu'on n'a pas l'explication, mais on aimerait bien connaître l'explication, surtout si elle est, si ce n'est pas une explication classique, si ce n'est pas un phénomène connu. Et donc petit à petit, il se dit que derrière la masse des observations qui sont explicables, il y en a aussi qui résistent et qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel les scientifiques devraient se pencher. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Alors pas forcément des extraterrestres, mais en tous les cas, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à reconnaître et qui sont rapportés par de bons observateurs qui donnent des détails très complets sur ce qu'ils ont vu. Certains sont des collègues, puisque dans les statistiques, on a toujours un pourcentage assez intéressant d'astronomes professionnels qui font eux-mêmes des observations de phénomènes bizarres dans le ciel. Mais les cas vraiment intéressants, statistiquement, sont rares. C'est pour ça que, à mon avis, pour arriver à débloquer un peu la situation, il faut changer de stratégie, je dirais, et non pas attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il faut attendre la bonne volonté des gens qui viennent rapporter, et tout le monde n'a pas envie d'aller dire « j'ai vu un ovni », et pour justement systématiser un peu et faire appel à des gens qui sont entraînés pour avoir des données qui seront plus exploitables. Peut-être moins étranges a priori, pas du style atterrissage ou trucs comme ça, mais plus exploitables par des scientifiques. Donc c'est plutôt, je dirais, vers arrêter avec le côté anecdotique, l'accumulation d'anecdotes, pour aller vers une démarche plus raisonnée, plus systématique de recueil d'informations qui sont qualifiables et dont on peut faire quelque chose, quoi. On sait que parmi les astronomes, il y a un pourcentage d'entre eux qui font des observations de phénomènes inexpliqués. Simplement, ça se perd parce qu'eux ne sont pas intéressés, et puis, il faut le dire, ils n'ont pas tellement envie d'être associés à l'idée de soucoupe volante. J'ai connu plusieurs, notamment un astronome de l'Institut astrophysique de Paris, qui avait une carrière de jeune astronome, spécialiste de photographie astronomique. Il avait fait des découvertes sur les anneaux de Saturne et tout. Mais ce sujet l'a intéressé tellement qu'il a fini par être totalement marginalisé au sein de l'IAP. Et ses collègues plaisantaient à son sujet. Alors que par ailleurs, il a écrit toute une série de textes dans lesquels il essayait justement de faire avancer la discussion. Et en les lisant, ça reste des textes très intéressants. Il était passionné de philosophie des sciences, justement, les questions de la preuve l'intéressaient beaucoup, et il voulait les poser à travers ce genre d'objet. Mais à une époque où le clivage était beaucoup plus net, et pour un scientifique, c'était un peu une espèce de suicide en termes de carrière que de s'intéresser à ça. S'il y a de la vie ailleurs, comme on le soupçonne, il y a également des mondes qui sont tellement plus anciens que les extraterrestres devraient déjà être ici. La question, c'est pas est-ce qu'ils existent ou pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas. Et si vous consultez les revues scientifiques, notamment dans le domaine de l'astrophysique ou de l'astronautique, il y a énormément d'articles qui ont été écrits pour essayer de spéculer sur ce qu'on appelle ce paradoxe de Fermi. Pourquoi ces extraterrestres qui manifestement devraient exister, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Alors on a suggéré que peut-être on était dans un zoo, une espèce de zone protégée, de réserve naturelle, et que les extraterrestres s'interdisaient de contacter une espèce aussi primitive que la nôtre, de peur qu'on fasse encore quelques erreurs. Donc il y a d'autres hypothèses. Les civilisations sont peut-être... il y a peut-être une constante qui fait que quand on se développe trop, on explose, en gros, grâce à nos inventions géniales comme la bombe atomique, avant d'avoir réussi à aller sur une autre planète. Enfin, il y a comme ça tout un tas d'hypothèses qui ont été proposées. Il y a même un livre qui a été publié il y a quelques années qui énumère toutes les solutions apportées au paradoxe de Fermi. Et alors il se trouve qu'il y a une solution qui n'est mentionnée par personne, et qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je suis anthropologue, sociologue des sciences. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la diversité culturelle, pour prendre une expression qui rend compte de la démarche générale en anthropologie. Et s'il y a une chose qu'on observe
dans toutes les situations de contact entre civilisations sur Terre. C'est non pas le fait qu'on s'interdit le contact ou que le contact est impossible, ou truc comme ça. C'est que quand on est confronté à d'autres civilisations sur Terre, alors je rappelle qu'on est tous des Homo sapiens sapiens, on a tous à peu près la même histoire, et pourtant quand on est confronté à d'autres civilisations sur Terre, on l'a vu avec les Espagnols qui débarquent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ou toute la découverte des autres cultures, des cultures dites primitives un peu partout à la surface de la planète, la constante, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est confronté à une autre forme de culture, on n'y comprend rien. On voit qu'il y a d'autres êtres, on voit qu'ils ont des développements culturels, mais on n'arrive pas à comprendre quelles sont leurs caractéristiques. Et pendant longtemps, c'est à cause de ça qu'on a parlé des primitifs, des sauvages, et qu'on a classé tout un tas d'autres cultures comme étant arriérées, pré-logiques, pré-scientifiques et tout ce qui s'ensuit, tout simplement parce qu'on n'y comprenait rien. Et là, encore une fois, on est dans le cadre de civilisation où on est tous semblables, on est tous très proches, on partage tous quasiment la même histoire, et en gros, tout ça est réuni dans un mouchoir de poche historique. On ne se comprend pas. Donc, la question que je pose, c'est que si on était confronté à des civilisations qui ne seraient pas simplement qui ne représenteraient pas quelque chose comme le contact entre les Espagnols du XVIe siècle et les Amérindiens, mais quelque chose donc entre nous et une civilisation extraterrestre qui serait plus vieille que la nôtre de millions d'années, en quoi est-ce qu'on pourrait l'appréhender, la comprendre? Ça serait quelque chose de totalement incompréhensible. C'est-à-dire que même s'il y avait des extraterrestres dans notre environnement, il faudrait s'attendre à ce que ça n'ait rien à voir avec tous les modèles qu'on a imaginés dans la science-fiction. Le coup de la soucoupe qui se pose devant la Maison-Blanche et qui demande à parler au président. Ça, c'est des modèles tirés de la science-fiction populaire. C'est très gentil, c'est très pratique, mais il y a peu de chances que d'éventuels extraterrestres partagent les mêmes codes culturels que nous au point d'avoir qu'une envie, c'est de parler à notre président. Donc on pourrait tout à fait imaginer, même sans penser aux ovnis, qu'effectivement il y ait des civilisations extraterrestres qui soient beaucoup plus proches de nous qu'on le croit, et qu'en fait ça nous soit tellement étranger, tellement différent, que ça soit invisible, non pas parce qu'ils ont un bouton sur leur tableau de bord marqué invisibilité et ils disparaissent de notre champ de vision, mais tout simplement parce qu'ils sont tellement bizarres que même si on était confronté, ça serait totalement incompréhensible et inaccessible en gros à notre intellect.